Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, je reçois Julie Couturier et Vincent Gnoret, respectivement bâtonnière de Paris et vice-bâtonnier de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Alors commençons, si vous le voulez bien, cet entretien par les chantiers de la collaboration. Julie, l'ambition, c'était de remédier aux difficultés du contrat de collaboration libérale et de proposer des propositions concrètes. Quels enseignements faites-vous de ces chantiers de la collaboration ? Alors le premier renseignement, c'est qu'il était temps qu'on se reparle. Je pense que la Covid a fait beaucoup de mal à la relation entre les collaborants et les collaborateurs, qu'il fallait que la parole se déploie. Et je pense qu'effectivement, cette opération était un lieu d'expression qu'ont apprécié ceux qui y ont participé. On a un certain nombre de pistes qui d'ores et déjà se sont dégagées et qu'on va essayer de déployer dans les semaines qui viennent, que nous allons déployer dans les semaines qui viennent. Le Conseil va être amené à travailler dessus. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a notamment une question sur la formation au management qui manifestement fait défaut. On va essayer de la généraliser. On va discuter notamment même de la question, le cas échéant, de la rendre obligatoire. On a nécessairement des réflexions qui vont venir sur la 6e semaine de congé. On a comme ça tout un tas de réflexions extrêmement pratiques. Et en marge de ça, avant de laisser la parole à Vincent, il faut savoir qu'on a déjà un premier geste important, notamment en matière de parentalité, qui est un sujet qui nous préoccupe, puisque dans le cadre de notre renégociation de notre contrat de prévoyance, nous avons voté à l'unanimité du Conseil une prime de 1 200 € aux jeunes mères associées ou installées, puisque la protection dont elles bénéficiaient n'était pas du tout la même et pas du tout à la hauteur de celle des collaboratrices qui, elles, sont intégralement payées par leur cabinet. Donc ça, c'est un geste auquel on tenait sur ces questions, mais on a aussi, bien sûr, des initiatives en matière de transmission. Alors Vincent, quelles sont ces initiatives en matière de transmission ? Après, je m'attarderai précisément à la matière pénale. Ces chantiers de la collaboration qui ont été un grand succès sont surtout et avant tout les chantiers de la transmission d'un savoir, d'une expérience, et particulièrement ce qui concerne le mentorat. Alors en matière pénale, la matière pénale est une matière risquée, dangereuse, il faut le dire, au quotidien. On ne peut pas faire n'importe quoi en matière pénale, on ne peut pas défendre n'importe comment, on ne peut pas prendre n'importe quel risque. Et ce qui nous a intéressé, très précisément, c'est la mise en place d'un mentorat entre un mentor et un avocat plus jeune, qui a besoin de ses conseils pour vivre sereinement au quotidien. La passion du droit pénal. Alors évoquons maintenant la situation de la justice. Les États généraux de la justice ont fait la conclusion d'un état de délabrement avancé. Avocats et magistrats ont décidé de se mobiliser de nouveau le 22 novembre dernier, et ce, dans un contexte d'augmentation budgétaire pour la 3e année consécutive de 8%. Le budget de la justice a été augmenté, le garde des Sceaux parlant d'un triplé historique. Quel est votre sentiment, Julie, sur ce nouveau mouvement d'avocats et magistrats le 22 novembre dernier ? Alors ce mouvement qui a été initié par les syndicats de magistrats essentiellement et suivi par un certain nombre de syndicats d'avocats était à l'évidence destiné, un an après la fameuse tribune des 3000, à maintenir la pression et à rappeler le fait que les magistrats et les personnels de justice et les greffiers ont le sentiment qu'en l'état, rien n'a beaucoup changé. Cela étant, pour ce qui nous concerne, nous avons jugé que nous avions la même semaine, puisque nous avions notre rentrée solennelle du barreau avec un dialogue direct avec notre garde des Sceaux, nous avions une autre tribune et une autre façon de nous adresser très directement à lui. Et d'ailleurs, nous n'avons pas manqué de lui rappeler que les braises, en effet, étaient encore chaudes et que le feu était prêt à se ranimer à tout instant et qu'il fallait évidemment continuer sur les augmentations budgétaires et les réformes essentielles qui doivent intervenir dans les mois qui viennent. Alors, vous évoquez les réformes essentielles. On attendait le plan d'action du garde des Sceaux qui devait être révélé le 30 novembre dernier. Ça a été repoussé en raison du calendrier gouvernemental. On attend ça pour le janvier prochain. Qu'attendez-vous, vous, de ce plan d'action, Julie ? Alors, d'abord, sur la question du report, on peut avoir une vision optimiste ou une vision pessimiste des choses. Soit on a une vision pessimiste et on considère que ce report signifie qu'une fois de plus, la justice n'est pas un chantier prioritaire de l'État, et ça, ce serait extrêmement inquiétant. Soit on a une vision optimiste des choses et on considère que notre garde des Sceaux n'a pas voulu que ces initiatives et ces annonces soient, entre guillemets, noyées dans la masse d'autres réformes en cours et que peut-être ça nécessitait un peu plus de
maturation. J'espère et je veux croire que c'est la deuxième option. On en attend évidemment sur le plan civil un certain nombre d'initiatives. Nous pensons tous, et il l'a évoqué à la rentrée, à la réforme de la procédure devant la Cour d'appel, les fameux décrets Magendie, qui sont un champ de mine pour l'ensemble de nos confrères. On attend en effet une simplification, on attend une revalorisation de la première instance. Mais je vais laisser Vincent vous dire aussi ce qu'on attend sur le plan pénal. Oui, il y a une réforme de la procédure pénale qui est évoquée. Oui, pour l'instant, mais dont on ne connaît pas précisément les tenants et les aboutissants. Nous veillerons à ce que cette réforme ne soit pas une réduction des droits de la défense. Nous sommes extrêmement vigilants à cet égard. Alors, il y a des annexes au rapport Sauvé qui ont été communiquées sur, par exemple, la simplification de la procédure pénale, la réduction du délai pour déposer une requête en nullité de 6 mois à 3 mois. De notre point de vue, cette volonté de réformer est plutôt inquiétante. On ne peut pas réduire les délais impartis pour exercer les droits de la défense. Vraiment, nous sommes en attente des propositions gouvernementales et nous serons extrêmement vigilants, voire cassants, si par extraordinaire, les droits de la défense devaient être compromis d'une manière ou d'une autre. Que les choses soient claires. Je vais poursuivre avec vous, Vincent, je crois que le message est passé. Oui. On va poursuivre sur la relation avocat-magistrat. Ah oui. C'était l'une de vos priorités de votre bâtonnat. Oui. Qu'en est-il? Comment ça évolue? Eh bien, je serais exagérément optimiste si je disais que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais nous poursuivons des efforts considérables et avec Julie pour que cette relation soit le plus sereine possible. Il est vrai que des contacts permanents, et c'est très important, sont entretenus par Julie, par moi-même, avec différents magistrats, moi précisément dans le domaine de la matière pénale, et avec d'ailleurs le président du tribunal et la procureure de la République. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que nous signalons toutes sortes d'incidents qui ont lieu en audience correctionnelle au président et au procureur et à madame la procureure de la République, afin que ces incidents trouvent une solution et ne se répètent plus. Alors, d'un autre côté, nous connaissons la surcharge de travail qui incombe aux magistrats, qui pèse sur la magistrature, on en parlait, l'insuffisance de moyens, les nécessités d'avoir plus de moyens encore, et qui doit peser aussi sur la résolution de certains litiges. Nous ne sommes pas inconscients de cette situation-là. On la prend en compte, bien sûr, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est l'amélioration de l'exercice des droits de la défense en pratique, sur un plan pratique. Et nous veillons bien évidemment à l'amélioration de la situation des avocats en audience. Évitons ce genre d'incidents inutiles. Je vais poursuivre avec vous, Julie, sur la question aussi fondamentale. C'est une des priorités également de votre bâtonnat, la lutte contre les discriminations et le harcèlement. Comment ça évolue sur ce sujet ? Alors là encore, c'est une question de libération de la parole et on peut reboucler avec notre premier sujet qui est celui des chantiers de la collaboration, puisque parmi les propositions des chantiers de la collaboration, il y a aussi celle d'établir un questionnaire, une grille en fait d'auto-évaluation que nous mettrions à la disposition des cabinets pour évaluer leurs propres pratiques. Bien évidemment, il y a l'aspect préventif et l'aspect punitif, si l'on peut dire, et c'est vrai que nous l'avons affirmé et nous continuons de l'affirmer et nous continuerons de l'affirmer. Notre politique disciplinaire sera une politique de tolérance zéro sur ces questions de harcèlement et de discrimination, mais il est évident que nous préférons la politique préventive qui consiste à permettre aux cabinets de prendre conscience de ces difficultés et à s'évaluer et à évaluer leurs propres pratiques, raison pour laquelle nous souhaitons mettre à leur disposition des outils en ce sens. On va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV.